Ibrahim Traoré reçoit une proposition secrète des États-Unis. Sa réponse choque le monde. Le soleil se couchait sur Ouagadougou, baignant la capitale burkinabé dans une lumière dorée qui contrastait avec l'atmosphère tendue régnant dans le bureau présidentiel du palais de Koziam. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine devenu président par intérim du Burkina Faso, se tenait debout près de la fenêtre, les mains croisées derrière le dos, observant la ville qu'il s'était juré de protéger. À 37 ans, il portait sur ses épaules le poids d'un pays assiégé par le terrorisme, la pauvreté et les ingérences étrangères. « Mon capitaine, ils sont arrivés », annonça son aide de camp, le lieutenant Moussa Kaboré, interrompant ses pensées. Traoré se retourna lentement, son visage impassible dissimulant la tempête d'émotions qui l'agitait intérieurement. « Faites-les entrer, Moussa. Et rappelez-vous, aucune trace de cette rencontre dans les registres officiels. » Quelques instants plus tard, 2 hommes en costume sombre pénétrèrent dans le bureau. Le premier, Richard Johnson, était l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, un diplomate de carrière au sourire facile mais au regard calculateur. Le second, David Richardson, se présenta comme un envoyé spécial du département d'État. Mais Traoré, ancien étudiant en géologie devenu officier militaire, reconnut immédiatement le profil d'un agent de la CIA déguisé en diplomate. « Monsieur le Président, merci de nous recevoir si rapidement et discrètement », commença Johnson en français, avant de passer à l'anglais, forçant l'interprète de Traoré à s'approcher. « J'apprécie la franchise, monsieur l'ambassadeur, mais je préfère que nous parlions français. »« C'est la langue officielle de mon pays », répondit Traoré d'une voix calme mais ferme, établissant d'emblée les règles de l'échange. Johnson acquiesça, visiblement contrarié, mais masqua rapidement sa réaction. « Bien sûr, monsieur le Président. Nous sommes ici pour vous présenter une proposition qui pourrait transformer l'avenir du Burkina Faso. » Richardson ouvrit sa mallette et en sortit un dossier qu'il déposa sur le bureau présidentiel, 2 milliards de dollars d'aide militaire et économique immédiate, suivi d'investissements privés américains de plusieurs milliards supplémentaires dans les 5 prochaines années. Traoré ne toucha pas au dossier. Les qu'attend Washington en échange de cette générosité soudaine ? Les 2 Américains échangèrent un regard rapide. « 3 choses simples, » répondit Richardson. Premièrement, l'autorisation d'établir une base militaire américaine permanente dans le nord du pays pour lutter contre le terrorisme. Deuxièmement, un accès privilégié aux ressources minérales, particulièrement l'or et le manganèse. Troisièmement, un réalignement progressif de votre politique étrangère. Traoré resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur les 2 hommes. Dans la pièce, seul le bourdonnement discret du climatiseur brisait le silence. « Par réalignement progressif, vous entendez rompre nos relations avec la Russie et d'autres partenaires, n'est-ce pas ?» Johnson sourit. « Disons simplement que certaines de vos alliances actuelles inquiètent Washington. Nous préférons parler de diversification stratégique. » Le président burkinabé s'assit enfin, invitant d'un geste les Américains à faire de même. « Messieurs, je comprends l'intérêt soudain des États-Unis pour mon pays. Vous n'êtes pas les premiers à venir avec des promesses et des chèques. Mais sachez que la souveraineté du Burkina Faso n'est pas à vendre. »« Nous respectons totalement votre souveraineté », intervint Richardson. « Cette proposition est un partenariat entier et gagne-gagnant. » Un sourire imperceptible traversa le visage de Traoré. « Entier et gagne-gagnant ? Intéressant. Alors pourquoi cette réunion se déroule-t-elle en secret, sans la présence de mes ministres ou conseillers ? » L'atmosphère se tendit davantage. Richardson, abandonnant les prétextes diplomatiques, se pencha en avant. « Monsieur le Président, soyons réalistes. Votre pays fait face à une insurrection terroriste qui contrôle près d'un tiers du territoire. Votre armée manque d'équipements modernes et de formation. Vos ressources financières sont limitées, et nous savons que les Russes et les Chinois ont déjà fait leurs offres. » Traoré se leva, indiquant que l'entretien touchait à sa fin. « Je vais étudier votre proposition, mais permettez-moi d'être parfaitement clair, je ne prendrai aucune décision qui compromette l'indépendance pour laquelle tant de Burkinabés ont donné leur vie. » Après le départ des Américains, Traoré resta immobile dans son bureau, le dossier toujours fermé devant lui. Moussa réapparut, visiblement inquiet. « Mon capitaine ? Contacte le Conseil de sécurité nationale. »
Réunion d'urgence dans 1 heure. Et assure-toi que personne ne soit au courant de la visite américaine. Trop tard, mon capitaine, répondit Moussa en lui tendant son téléphone. Sur l'écran, un tweet d'un journaliste local annonçait la présence de l'ambassadeur américain au palais présidentiel en dehors des heures protocolaires. Traoré soupira. Dans un pays où les murs avaient des oreilles et où chaque puissance étrangère entretenait ses réseaux d'informateurs, maintenir le secret était presque impossible. Prépare aussi une ligne sécurisée. L'ambassadeur russe va certainement appeler dans moins d'1 heure, dit-il avec une résignation teintée d'ironie. La nuit, la mémoire de Sankara et l'appel russe. Cette nuit-là, dans sa chambre spartiate du palais présidentiel, il avait refusé d'emménager dans les appartements luxueux de ses prédécesseurs. Ibrahim Traoré ne parvenait pas à trouver le sommeil. Sur sa table de chevet, une photo en noir et blanc de Thomas Sankara, le révolutionnaire burkinabé assassiné en 1987, semblait l'observer avec un mélange d'attente et de défi. « Qu'aurais-tu fait, Thomas » murmura-t-il à l'image de celui qu'on surnommait le Che Guevara africain. Les Américains, les Russes, les Chinois, les Français. Tous veulent un morceau de notre terre, de nos richesses. Et notre peuple continue de souffrir. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Malgré l'heure tardive, les lumières d'Ouagadougou brillaient au loin, témoignant d'une ville qui, malgré les difficultés, refusait de s'éteindre. « Je ne trahirai pas mon peuple », promit-il dans le silence de la nuit. « Quelle que soit ma décision, ce sera pour le Burkina Faso et rien d'autre. » Les jours suivants, manœuvre diplomatique. Le lendemain matin, comme Traoré l'avait prédit, l'ambassadeur russe Alex Saltykov demanda une rencontre urgente. Contrairement au protocole habituel, qui exigeait plusieurs jours d'attente, Traoré accepta immédiatement. Il savait que chaque heure comptait dans ce nouveau jeu d'échecs géopolitique. Saltykov, un homme corpulent d'une 60aine d'années au visage marqué par des décennies de diplomatie dans les zones difficiles d'Afrique, alla droit au but. « Monsieur le Président, mes sources m'informent que les Américains vous ont fait une proposition substantielle hier soir. Vos sources sont bien informées, monsieur l'ambassadeur. Quelle a été votre réponse ? Je n'ai encore rien décidé. » Saltykov se pencha légèrement en avant, son regard se faisant plus intense. « Permettez-moi d'être direct, monsieur le Président. La Russie a été à vos côtés quand les autres puissances vous tournaient le dos. Nous avons fourni des armes, des conseillers militaires, une formation à vos troupes. Et je vous en suis reconnaissant, » l'interrompit Traoré. Mais la gratitude ne signifie pas obéissance aveugle. Le Burkina Faso n'est le vassal d'aucune puissance, qu'elle soit occidentale ou orientale. Saltykov, d'abord déconcerté, esquissa un sourire. C'est précisément cette indépendance d'esprit que Moscou respecte chez vous. Mais laissez-moi vous mettre en garde, les Américains ne sont pas fiables. Ils ont abandonné leurs alliés en Afghanistan, en Irak et ailleurs. Comme l'Union soviétique a abandonné ses alliés lorsqu'elle s'est effondrée, répliqua Traoré avec une pointe d'ironie. Saltykov accusa le coup mais revint à la charge. Moscou est prêt à doubler son assistance militaire actuelle. Plus d'hélicoptères, plus d'équipements antiterroristes, plus de formation pour vos soldats. Sans conditions politiques. Sans conditions explicites, vous voulez dire, corrigea Traoré. Nous savons tous les deux que dans ce monde, rien n'est gratuit. La rencontre se conclut sur des assurances mutuelles de respect et de coopération. Mais Traoré savait que Moscou observerait chacun de ses gestes. La suite, la France, la Chine, la CEDEAO. À peine la délégation russe repartie, le téléphone sécurisé sonna, c'était Paris. La France, ancienne puissance coloniale, s'inquiétait de l'influence croissante de la Russie au Sahel et percevait la manœuvre américaine comme une menace supplémentaire à ses intérêts dans la région. Une base militaire américaine au Burkina Faso changerait complètement l'équilibre régional, monsieur le Président, déclara le diplomate français. Cela pourrait déstabiliser davantage une zone déjà fragilisée. Traoré écouta poliment, mais resta sur ses gardes. La France, malgré ses discours sur la stabilité régionale, défendait avant tout ses propres intérêts. À midi, ce fut au tour de l'ambassadeur chinois de solliciter une audience. Plus subtil que ses homologues occidentaux et russes, il rappela simplement les projets d'infrastructures financés par Pékin,
et conseilla au président d'éviter toute alliance exclusive qui pourrait limiter la liberté d'action souveraine du Burkina Faso. En fin d'après-midi, un appel du président de la commission de la CEDEAO ajouta une nouvelle dimension à la crise. Les pays voisins s'inquiétaient des implications d'une base militaire américaine dans la région. Un président sous pression. Le monde entier semble soudain très intéressé par notre petit pays enclavé, remarqua Traoré avec amertume lors d'une conversation avec Moussa. Hier encore, nous étions abandonnés face aux terroristes. Aujourd'hui, chaque puissance nous courtise. C'est à cause des minerais, mon capitaine, répondit Moussa. L'or, le manganèse, le zinc. Et ils ont découvert de nouvelles ressources stratégiques dans le nord. Les Américains ne sont pas venus pour nos beaux yeux. Traoré acquiesça, pensif, les bras croisés derrière le dos, le regard perdu au-delà de la fenêtre. Le soleil de midi frappait la cour du palais Kosiam, mais en lui, une tempête silencieuse grondait. Le jeune président sentait que chaque décision qu'il prendrait dans les prochains jours définirait non seulement son mandat, mais l'avenir du Burkina Faso tout entier. Prévient le ministre des Mines et celui de la Défense, réunion restreinte ce soir. Et fais-moi un rapport complet sur les gisements récemment identifiés dans le Nord. Je veux des chiffres, des cartes, et surtout, qui est déjà sur le terrain. Moussa hocha la tête et sortit précipitamment, son téléphone déjà collé à l'oreille. Le soir même, autour d'une table ovale dans une salle sans fenêtre, les ministres les plus proches du président prenaient place. Tous savaient que quelque chose d'inhabituel se préparait. Traoré entra sans cérémonie, posa devant lui une pile de dossiers, puis fixa ses ministres. « Messieurs, ce que nous allons discuter ce soir ne quittera pas cette pièce. » Il fit un geste, et Moussa ferma la porte à double tour. Les Américains veulent une base. Les Russes veulent renforcer leur présence. Les Chinois, eux, jouent sur le long terme. Et pendant ce temps, la France panique. Ce n'est pas une coïncidence. Le Burkina Faso est devenu un pion, mais nous devons refuser de n'être qu'un pion. Le ministre des Mines, un technocrate rigide mais loyal, prit la parole. Monsieur le Président, les nouvelles analyses géologiques indiquent la présence de lithium et de terres rares dans la zone de Djibo. C'est immense. Si nous savons exploiter ces ressources, cela pourrait transformer notre économie. Traoré le regarda intensément. Et qui d'autre est au courant? Les entreprises minières chinoises ont déjà envoyé des géologues. Des mercenaires russes sont dans la région pour la sécurité. Et un convoi diplomatique américain a été vu à Dori sous prétexte d'aide humanitaire. Un silence tendu suivit. Ils veulent notre sol, pas notre peuple, lâcha Traoré. Le ministre de la Défense intervint. Avec ou sans leur aide, nos forces ne peuvent pas sécuriser seules cette zone. Mais si nous laissons une base étrangère s'installer, c'est la fin de notre indépendance stratégique. Traoré se leva et marcha lentement autour de la table. Nous allons faire quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Nous allons annoncer un moratoire sur toutes les implantations étrangères. Et dans 3 semaines, nous organiserons une conférence panafricaine sur la souveraineté des ressources. Nous inviterons tous les pays du Sahel, du Golfe de Guinée, même ceux que l'Occident considère comme hostiles. Ces ministres le fixaient, entre crainte et admiration. Ils vont nous accuser d'alignement avec la Russie. Ou la Chine. Ou pire. Traoré esquissa un sourire. Qu'ils le fassent. Pendant qu'ils parlent, nous bâtirons une nouvelle voie. Une alliance du Sud s'enchaîne. 3 jours plus tard, le monde découvrait avec stupeur la déclaration officielle du président burkinabé: aucune base militaire étrangère ne sera autorisée sur le territoire national. Le Burkina Faso refuse de devenir le terrain de jeu des empires. Nous appelons nos frères africains à s'unir, non pour choisir un camp, mais pour construire notre propre avenir. La réponse fut immédiate. À Washington, le département d'État convoqua une réunion de crise. À Moscou, le ministère de la Défense renforça ses contacts avec les officiers sur le terrain. À Paris, les médias évoquaient un « virage dangereux de Ouagadougou ». Mais dans les rues du Burkina Faso, un autre sentiment se répandait. La fierté. Un jeune président, ancien capitaine de l'armée, avait osé dire non. Non aux pressions. Non aux deals sans coulisses.
Non au chantage voilé. Et pour la première fois depuis longtemps, le peuple burkinabé se sentait non plus spectateur, mais acteur de sa propre destinée. Ouagadougou, 3 semaines plus tard. Sous un soleil sec, les drapeaux de plus de 20 pays africains flottaient dans l'air brûlant. Le centre de conférence internationale, fraîchement rénové, vibrait d'une tension inédite. Des chefs d'État, ministres, experts, activistes et représentants de la société civile se retrouvaient au Burkina Faso pour ce que la presse surnommait déjà le sommet de l'audace. Des représentants venus du Mali, du Niger, du Tchad, du Ghana, du Bénin, de la République centrafricaine, mais aussi de Tanzanie, d'Afrique du Sud, d'Érythrée et du Zimbabwe. Même des émissaires cubains et brésiliens prenaient place dans les gradins, observateurs discrets d'un séisme politique en gestation. Dans la salle, le président Ibrahim Traoré fit son entrée, acclamé par une partie du public, scruté avec méfiance par d'autres. Il se tenait droit, vêtu d'un simple boubou blanc, entouré d'anciens camarades de l'armée désormais devenus ses conseillers politiques. Il monta sur l'estrade sans introduction. Discours du président Traoré extrait. Nous avons été colonisés, puis endettés, puis déstabilisés. On nous a offert des prêts, des bases, des ING, mais jamais la clé de notre propre maison. Aujourd'hui, nous posons cette question simple, pourquoi nos ressources ne nous enrichissent-elles pas? Pourquoi un enfant du Sahel n'a-t-il pas accès à l'eau potable alors qu'à 5 km de chez lui, une entreprise étrangère extrait de l'or, du manganèse ou du lithium? Nous ne voulons pas de charité. Nous exigeons la justice économique. Cette conférence ne vise pas à créer un axe militaire, mais un front de souveraineté. Nous ne sommes ni l'arrière-cour de Moscou, ni la propriété de Paris, ni une extension de Washington. Nous sommes l'Afrique debout. Un silence sacré suivi. Puis des applaudissements. Longs. Profonds. Le ton était donné. Les résolutions de Ouagadougou. Au terme de 3 jours d'échanges intenses, parfois houleux, plusieurs résolutions historiques furent signées. Création d'un fonds panafricain pour la souveraineté minière, alimenté par les contributions volontaires et les redevances sur l'exploitation des ressources naturelles. Refus collectif de l'installation de nouvelles bases militaires étrangères sans l'accord d'au moins 2/3 des pays signataires. Lancement d'un audit commun des contrats miniers, avec suspension temporaire de ceux jugés léonins. Établissement d'un programme de formation militaire conjoint, sous commandement africain, pour sécuriser les zones minières sensibles. Création d'une agence panafricaine des terres rares et du lithium, avec siège à Ouagadougou. La réaction du monde. Les chancelleries occidentales furent frappées de stupeur. À Washington, le Congrès accusa Traoré de favoriser une alliance anti-occidentale. À Paris, un éditorial du Figaro parlait d'un néo-sankarisme irresponsable. À Moscou, le Kremlin salua l'éveil africain, tout en renforçant ses propres négociations bilatérales. À Pékin, les autorités restèrent silencieuses, mais augmentèrent immédiatement leurs offres d'investissement sans conditions politiques. Mais ce fut dans les rues africaines que l'impact fut le plus fort. Au Sénégal, des étudiants défilèrent avec des pancartes « Nous voulons notre conférence de Ouagadougou ». Au Cameroun, des syndicats appelèrent à renégocier les concessions minières chinoises. Même à Kinshasa, des leaders religieux prêchèrent sur le droit sacré des peuples à leur sol. L'heure des représailles. Mais les puissances blessées ne restèrent pas passives. Quelques semaines plus tard, des attaques coordonnées de groupes armés furent signalées dans les régions minières du nord du Burkina. Un rapport anonyme, relayé par certains médias français, accusait Traoré de préparer une dérive autoritaire. Le FMI suspendit une ligne de crédit prévue pour 2025, évoquant des doutes sur la gouvernance. Des rumeurs évoquèrent un possible coup d'État soutenu en coulisses par d'anciens officiers déçus. Mais Traoré tenait bon. Il renforça sa garde présidentielle, rappela les anciens du Front du Sahel, et s'appuya sur un soutien populaire inédit. Pour la première fois depuis Thomas Sankara, un leader burkinabé apparaissait sur les murs, dans les chansons, sur les t-shirts. Épilogue, provisoire. Ce que Traoré avait déclenché dépassait les frontières de son pays. Il avait allumé une étincelle. Une idée. Celle que l'Afrique pouvait, si elle osait, changer les règles du jeu. Mais il savait aussi que les jours à venir seraient dangereux. Un soir,
dans la cour du palais, alors que le ciel s'assombrissait sur Ouagadougou, il dit à Moussa, d'un ton grave. « Et tu sais, mon frère, on ne me laissera pas faire ça éternellement. Mais s'ils m'arrêtent, qu'ils sachent une chose, ce n'est pas moi qu'ils auront stoppé. C'est un mouvement qu'ils devront affronter. » Et quelque part, dans une école, un enfant écrivait au tableau. Le paysan burkinabé n'est pas un sujet. Il est le souverain de sa terre. Une idée qui, s'il parvenait à la concrétiser, pourrait changer non seulement le destin du Burkina Faso, mais peut-être celui de toute l'Afrique de l'Ouest. De retour dans son bureau, il convoqua ses plus proches conseillers pour une réunion exceptionnelle. La décision qu'il annonça stupéfia même ses collaborateurs les plus fidèles. Il allait révéler publiquement la proposition américaine et organiser une consultation nationale sur la question. « Mon capitaine, c'est de la folie », s'exclama son ministre de la Défense. « On ne dévoile pas ce genre de négociations secrètes. »« Et pourquoi pas ?» répliqua Traoré. « Ce pays appartient au peuple burkinabé. Pas à moi, pas à vous, pas aux Américains ni aux Russes. Si une décision aussi importante doit être prise, le peuple doit avoir son mot à dire. » Cette nuit-là, alors que les premières rumeurs de sa décision commençaient à circuler dans les cercles du pouvoir, Traoré rédigea lui-même le discours qu'il prononcerait le lendemain à la télévision nationale. Un discours qui allait secouer non seulement son pays, mais toutes les chancelleries occidentales et orientales. À 20 heures précises, le visage d'Ibrahim Traoré apparut sur tous les écrans de télévision du Burkina Faso. Vêtu de son uniforme militaire sans fioriture, il s'adressa directement à la nation avec la gravité et la sincérité qui le caractérisaient. « Peuple du Burkina Faso, je m'adresse à vous ce soir non pas comme votre président, mais comme un citoyen préoccupé par l'avenir de notre patrie. Hier soir, j'ai reçu en audience privée l'ambassadeur des États-Unis et un envoyé spécial de Washington. Ils m'ont présenté une proposition que je considère de mon devoir de partager avec vous. » Un silence absolu régna dans les foyers, les bars et les lieux publics où les Burkinabés s'étaient rassemblés pour écouter cette allocution inattendue. Les États-Unis proposent de nous accorder 2 milliards de dollars d'aide immédiate, suivis d'investissements massifs dans notre économie. En échange, ils demandent l'établissement d'une base militaire permanente sur notre sol, un accès privilégié à nos ressources minérales et ce qu'ils appellent pudiquement un réalignement de notre politique étrangère. Des murmures commencèrent à s'élever dans les rassemblements. Traoré poursuivit, imperturbable. « En tant que votre président temporaire, issu d'une transition militaire, je pourrais prendre seul cette décision. Mais je refuse de le faire. L'histoire de notre pays est marquée par trop de décisions prises dans l'ombre, sans consultation du peuple, souvent contre ses intérêts. Je refuse de perpétuer cette tradition. » Il marqua une pause, son regard intense fixant la caméra comme s'il cherchait à établir un contact direct avec chaque citoyen. « J'annonce donc l'organisation immédiate d'une consultation nationale sur cette proposition. Dans chaque province, dans chaque commune, des débats publics seront organisés. Les termes exacts de l'offre américaine seront publiés. Tous les Burkinabés pourront s'exprimer. À l'issue de cette consultation, une décision sera prise, non pas par moi seul, mais par nous tous, collectivement. » Il conclut son discours par une citation de Thomas Sankara qui résonna profondément dans les cœurs. « Osons inventer l'avenir. Un peuple conscient ne peut être réduit en esclavage. » La réaction fut immédiate et polarisée. Dès le lendemain matin, des manifestations spontanées éclatèrent dans les principales villes du pays. À Ouagadougou, des milliers de jeunes défilèrent avec des pancartes proclamant non aux bases étrangères, tandis qu'un rassemblement concurrent appelait à saisir l'opportunité américaine pour développer le pays. À l'université de Ouagadougou, épicentre historique des mouvements étudiants progressistes, des débats enflammés opposaient partisans et opposants de l'offre américaine. Le professeur Abdoua Konaté, éminent politologue, dénonçait ce qu'il appelait un néo-impérialisme américain déguisé en partenariat. Son collègue, l'économiste Dr Suila Draogo, arguait que le pragmatisme économique devait l'emporter sur l'idéologie dans un pays aussi pauvre que le nôtre. L'armée elle-même, pilier du régime de transition, montrait des signes de division. Lors d'une réunion houleuse de l'état-major, le général Zida, commandant des forces spéciales, défendait vigoureusement l'acceptation de l'aide américaine.
Nos hommes meurent chaque jour face aux terroristes parce que nous manquons d'équipements modernes, de renseignements, de formation. Avec le soutien américain, nous pourrions reprendre le contrôle du Nord en moins de 6 mois. Le colonel Pelega, plus réservé, exprimait ses doutes. Mais après ? Quand les Américains seront installés chez nous, qui décidera vraiment de notre politique de défense ? Qui contrôlera nos ressources ? Regardez ce qui s'est passé en Irak, en Libye. Cette fracture au sein de l'armée inquiétait particulièrement Traoré. Si les militaires se divisaient trop profondément sur la question, le risque d'un nouveau coup d'État, peut-être soutenu par l'une ou l'autre des puissances étrangères, devenait réel. Le Conseil des ministres n'était pas en reste. Lors d'une session extraordinaire, les tensions éclatèrent entre les partisans d'une approche pro-occidentale et ceux défendant le maintien des partenariats avec la Russie et la Chine. Les équipements militaires russes sont moins chers et sans conditions politiques, argumentait le ministre de la Défense. Mais leur qualité est inférieure, et Moscou a ses propres agendas géopolitiques, rétorquait le ministre des Finances, formé aux États-Unis. Au milieu de ces querelles d'élite, Traoré décida une nouvelle fois d'aller directement vers le peuple. Il se rendit dans le village de Koubri, à une trentaine de kilomètres de la capitale, pour assister à l'un des débats organisés dans le cadre de la consultation nationale. Sous l'arbre à palabres, lieu traditionnel de discussion communautaire, les villageois exprimaient leurs opinions avec la sagesse simple mais profonde des gens de la terre. Un vieux cultivateur, après avoir écouté patiemment les arguments des uns et des autres, prit la parole. La sécurité est importante. Oui, sans sécurité, nous ne pouvons pas cultiver nos champs. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Mais la sécurité, à quel prix ? Si nous perdons notre dignité, notre indépendance, alors que nous restera-t-il ? Ces paroles touchèrent Traoré, lui rappelant celles d'une vieille femme croisée au marché. Il commençait à percevoir une sagesse collective du peuple qui transcendait les divisions idéologiques de l'élite. Pendant ce temps, les pressions internationales s'intensifiaient. Les ambassades étrangères à Ouagadougou bourdonnaient d'activité. Des rumeurs circulaient sur des mouvements de fonds suspects, des rencontres secrètes entre certains officiers supérieurs et des diplomates étrangers. L'agence de renseignement militaire rapporta même des mouvements inhabituels de troupes près des frontières. Moussa, toujours vigilant, fit irruption dans le bureau de Traoré un soir, l'air préoccupé. Mon capitaine, nos services ont intercepté des communications entre certains officiers et des contacts étrangers. Je crains qu'un coup ne se prépare. Traoré resta calme, comme à son habitude. Qui est impliqué ? Le général Zida et 2 colonels. Il prévoit apparemment de vous mettre à l'écart si vous rejetez l'offre américaine. Renforce la sécurité du palais et des points stratégiques de la capitale, mais discrètement. Je ne veux pas d'arrestation précipitée qui pourrait être interprétée comme de la répression politique. Et pour Zida, invite-le à déjeuner demain. Je veux lui parler face à face. Le lendemain, dans une atmosphère tendue mais courtoise, Traoré confronta directement son général. On me dit que vous envisagez de me remplacer si je prends la mauvaise décision concernant l'offre américaine. Zida, momentanément déstabilisé par cette franchise, se reprit rapidement. Mon capitaine, je suis un soldat loyal. Mais je crains que votre méthode de consultation populaire ne nous fasse perdre une opportunité historique. Le peuple n'a pas toujours la vision stratégique nécessaire. Et vous pensez l'avoir, cette vision, répliqua Traoré. Le même argument a été utilisé par tous les dictateurs de notre continent pour justifier leur pouvoir. Le peuple n'est pas prêt pour la démocratie, disent-ils. Je refuse cette logique. La conversation se poursuivit, tendue mais sans rupture ouverte. À la fin, sans avoir obtenu de garantie explicite de loyauté, Traoré avait au moins clairement signifié à Zida qu'il était surveillé. Ce soir-là, Moussa apporta d'autres nouvelles inquiétantes. Des sources m'informent que les grandes puissances ne restent pas inactives. Les Américains ont approché d'autres officiers. Les Russes aussi. Chacun cherche à influencer l'issue de notre décision. Traoré, épuisé mais résolu, contempla la carte du Burkina Faso accrochée au mur de son bureau. Ce petit pays enclavé, pauvre en ressources mais riche en dignité, était devenu l'échiquier d'un grand jeu géopolitique. Il est temps d'activer notre plan, Moussa, dit-il finalement.
Contacte nos partenaires. Réunion secrète demain soir. Dans une villa discrète de la périphérie de Ouagadougou, loin des regards indiscrets et des oreilles des services de renseignement étrangers, une réunion extraordinaire se tenait sous l'égide d'Ibrahim Traoré. Autour de la table, 5 personnes représentant des intérêts stratégiques, l'ambassadeur de Chine, un envoyé spécial de Turquie, un représentant des Émirats arabes unis, un diplomate brésilien, et un haut fonctionnaire indien. Traoré, abandonnant son uniforme militaire pour un simple costume civil, exposa sans détour sa vision. « Messieurs, je vous ai réunis ce soir car vos pays représentent une alternative au bloc traditionnel qui se dispute l'Afrique depuis des décennies. Vous n'êtes ni l'ancienne puissance coloniale, ni les superpuissances de la guerre froide. Vous êtes chacun à votre manière des nations qui ont su tracer leur propre voie de développement. » Il déroula une carte du Burkina Faso et indiqua plusieurs zones stratégiques. Voici ce que je propose, un consortium international diversifié pour le développement du Burkina Faso. Pas de base militaire étrangère, pas d'accès exclusif aux ressources, mais un partenariat équilibré où chaque partie apporte son expertise spécifique. Un court silence suivit la proposition d'Ibrahim Traoré. Les 5 représentants échangèrent des regards. L'ambassadeur chinois, le premier à réagir, posa calmement ses lunettes sur la table. « Capitaine Traoré, votre proposition est audacieuse. Mais elle suppose un degré de confiance et de transparence rarement atteint dans ce genre de partenariat. Êtes-vous prêt à ouvrir vos comptes, vos concessions, vos appels d'offres au regard croisé de plusieurs puissances étrangères ? » « Absolument, » répondit Traoré sans hésiter. « Ce que je propose, c'est une nouvelle manière de concevoir la souveraineté. Non pas dans l'opacité et la dépendance, mais dans la pluralité des partenariats, dans la diversification des alliances. Une souveraineté active. Pas une fermeture, mais une ouverture maîtrisée. » Le représentant des Émirats arabes unis acquiesça doucement. Nous avons investi dans de nombreux pays d'Afrique, mais rarement dans une logique aussi équilibrée. Si vous garantissez la stabilité, et une fiscalité claire, nous pourrions envisager un fonds d'investissement commun orienté vers l'agriculture, les énergies renouvelables et les infrastructures. Le diplomate brésilien, plus réservé, reprit la parole à son tour. Ce que vous proposez est séduisant, mais cela fera de votre pays une cible. Ni Washington, ni Moscou, ni Paris ne laisseront passer cela sans réagir. Avez-vous songé aux représailles économiques, voire sécuritaires ? Traoré hocha la tête. C'est pourquoi cette réunion est aussi discrète. Nous devons agir vite, avant que les puissances traditionnelles ne verrouillent tous les canaux diplomatiques. Si nous créons un front uni, poursuivit Traoré, les représailles perdront de leur efficacité. Un seul pays peut être asphyxié. Mais 5, 10, 15 nations solidaires ? C'est une autre histoire. C'est la naissance d'un nouvel équilibre. Le diplomate turc se redressa légèrement, l'air intrigué. Et vous voyez le Burkina Faso en chef d'orchestre de cette coalition ? Traoré sourit sans arrogance. Non. Je vois le Burkina Faso comme un catalyseur. Une étincelle. Mais ce mouvement ne m'appartient pas. Il appartient à tous ceux qui croient que l'Afrique peut exister sans tutelle. Si nous, ici, aujourd'hui, posons les fondations d'un consortium de partenaires alternatifs Chine, Turquie, Brésil, Émirats, alors nous ouvrons une voie. Une voie sans Paris, sans Washington, sans l'ombre des bases militaires étrangères. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Puis le représentant chinois reprit la parole. Si nous vous suivons, cela implique aussi une guerre de l'information. Les médias occidentaux feront de vous un dictateur. Ils inventeront des violations, des scandales, des dissensions internes. Êtes-vous prêt à résister à cette pression ? Ils ont déjà commencé, répliqua Traoré. Chaque jour, on me décrit comme un populiste, un militaire impulsif, un homme dangereux. Je ne leur en veux pas. C'est la peur qui parle. Peur de perdre le monopole. Mais je crois que le peuple, lui, sait. Et je crois que vous, autour de cette table, savez aussi que l'histoire change. Il marqua une pause, regardant chacun droit dans les yeux. Ce soir, je ne vous demande pas une allégeance. Je vous propose un pari.
Le pari qu'un continent peut renaître si on lui donne l'occasion de choisir ses alliances. Non plus par la peur, mais par la lucidité. Un murmure d'approbation parcourut la pièce. Le représentant des Émirats griffonna quelque chose dans son carnet. Le diplomate turc échangea un regard discret avec son homologue brésilien. Le Chinois, impassible, posa enfin une question simple. Et si nous acceptons, quelle est la première étape? Traoré se pencha légèrement, les mains croisées. Une conférence économique des partenaires alternatifs, ici à Ouagadougou. Dans 3 mois. Officiellement dédiée au développement durable, mais en réalité, destinée à redessiner les lignes. Et surtout, à prouver au monde que nous pouvons construire sans eux. Un éclair de compréhension traversa les visages. La partie venait de commencer. Et surtout, notre souveraineté politique restera intacte. Les représentants présents, d'abord sceptiques, commencèrent à percevoir les avantages de cette approche. Pour leurs pays respectifs, c'était l'opportunité de s'implanter dans une région stratégique sans s'exposer aux accusations de néocolonialisme. Pour le Burkina Faso, c'était une voie de développement plus équilibrée et moins risquée politiquement. Après plusieurs heures de discussions intenses, les grandes lignes d'un accord préliminaire furent établies. Chaque représentant s'engagea à défendre le projet auprès de son gouvernement. Un document confidentiel fut signé, jetant les bases de ce que Traoré appelait déjà la troisième voie. Dès le lendemain, il convoqua une conférence de presse internationale. Face aux journalistes du monde entier, il annonça sa décision. Après une large consultation nationale et après avoir écouté les préoccupations et les aspirations de notre peuple, j'annonce officiellement que le Burkina Faso rejette la proposition américaine telle qu'elle a été formulée. Sa voix ferme ne laissait place à aucune ambiguïté. Un murmure parcourut l'assemblée des journalistes. Les correspondants américains se précipitèrent sur leur téléphone pour relayer l'information à leur rédaction. Toutefois, poursuivit Traoré, nous ne fermons pas la porte à la coopération internationale. Au contraire, nous l'élargissons. C'est alors qu'il dévoila son projet de troisième voie, un modèle de développement multipartenarial impliquant des puissances émergentes et des économies du Sud global, garantissant la souveraineté burkinabé tout en permettant un développement économique et sécuritaire durable. Le Burkina Faso n'est la chasse gardée d'aucune puissance. Nous respectons tous nos partenaires, anciens comme nouveaux, mais nous refusons de devenir le théâtre d'une nouvelle guerre froide entre grandes puissances. Notre territoire n'accueillera aucune base militaire étrangère permanente, mais nous acceptons l'assistance technique et la formation de nos forces. La réaction internationale fut aussi immédiate que contrastée. Washington ne cacha pas sa frustration, publiant un communiqué laconique rappelant son engagement continu pour la stabilité du Sahel. Moscou, qui espérait capitaliser sur le rejet de l'offre américaine pour renforcer sa propre influence, se montra décontenancé par cette approche équilibrée qui limitait également son ambition hégémonique dans la région. Paris resta prudemment silencieuse, évaluant les implications de cette nouvelle donne pour sa propre stratégie africaine. Pékin, quant à elle, se félicita officiellement de la sage décision du président burkinabé tout en se préparant à adapter sa propre stratégie d'influence. Dans les rues de Ouagadougou, l'annonce fut accueillie par des manifestations spontanées de soutien. Des milliers de jeunes défilèrent en scandant « Traoré, défenseur de la souveraineté » et « Le Burkina n'est pas à vendre ». Des portraits de Thomas Sankara étaient brandis aux côtés de ceux de Traoré, établissant une filiation symbolique entre les deux leaders. Moussa retrouva Traoré dans son bureau après cette journée historique. Pour la première fois depuis des semaines, son ami et supérieur semblait détendu, presque serein. « Tu as pris un risque énorme, Ibrahim, dit Moussa. Les Américains ne vont pas accepter ce refus sans réagir, et les Russes non plus. Je sais, répondit Traoré en contemplant les lumières de la ville par la fenêtre. Mais pour la première fois depuis notre indépendance, nous avons une chance de définir notre propre destinée. Le plus dur commence maintenant, remarqua Moussa. Il faut que cette alliance tienne, que les partenaires respectent leurs engagements, que les projets se concrétisent rapidement. C'est pourquoi nous allons commencer immédiatement avec un projet symbolique, répondit Traoré. Un hôpital moderne dans la province du Sou, là où les attaques terroristes ont fait le plus de victimes. Un projet financé conjointement par tous nos nouveaux partenaires. Un symbole de notre nouvelle approche.
Dans les jours qui suivirent, les détails du plan de Ouagadougou, comme les médias internationaux commencèrent à l'appeler, furent précisés. Des équipes techniques des pays partenaires arrivèrent pour lancer les études préliminaires des différents projets. La Turquie livra rapidement un premier lot de drones de combat et de surveillance, accompagnés de formateurs pour les pilotes burkinabés. La Chine débuta les travaux d'une nouvelle voie ferrée reliant Ouagadougou aux régions minières du Nord. Le Brésil envoya des agronomes pour développer des cultures résistantes à la sécheresse. L'Inde inaugura un programme de télémédecine connectant les dispensaires ruraux aux hôpitaux de la capitale. Mais les défis ne manquaient pas. Certains officiers supérieurs, déçus par le rejet de l'offre américaine ou réellement inquiets pour la sécurité du pays, continuaient à comploter dans l'ombre. Les groupes terroristes intensifièrent leurs attaques, comme pour tester la détermination du nouveau dispositif sécuritaire. Sur le plan diplomatique, les pressions s'accentuèrent. L'ambassadeur américain demanda à rencontrer Traoré en privé, apportant un message direct de Washington. Des sanctions économiques ciblées pourraient être envisagées si le Burkina Faso poursuivait sa coopération avec certains pays sous sanctions occidentales. Monsieur l'ambassadeur, répondit calmement Traoré, nous respectons les États-Unis et souhaitons maintenir de bonnes relations, mais nous ne pouvons pas accepter que des menaces dictent notre politique étrangère. Les grandes agences de notation internationales, dans un mouvement synchronisé qui semblait témoigner d'une certaine coordination, dégradèrent la note du Burkina Faso, rendant plus difficile son accès aux marchés financiers internationaux. Traoré réagit en accélérant la mise en place de mécanismes de financement alternatifs avec ses nouveaux partenaires, notamment un système d'échange direct de matières premières contre des équipements et des infrastructures. 3 mois après l'annonce de la troisième voie, un incident majeur mit à l'épreuve la détermination du président burkinabé. Au petit matin, des tirs furent entendus près du palais présidentiel. Un groupe d'officiers mené par le général Zida tenta de prendre le contrôle des institutions. Alerté par Moussa, Traoré réagit avec une rapidité et une précision qui surprirent les putschistes. Les forces loyales, renforcées par les unités d'élite formées par les instructeurs turcs, neutralisèrent la tentative de coup d'État en quelques heures. L'enquête qui suivit révéla des connexions troublantes avec certains services de renseignement étrangers, bien que les preuves formelles manquaient pour établir une implication directe de gouvernements occidentaux. Loin de le fragiliser, cet épisode renforça la légitimité de Traoré auprès de la population. Sa gestion calme et mesurée de la crise, sans représailles excessives contre les putschistes, qui furent traduits devant la justice militaire, confirma son image de leader responsable. Le premier test opérationnel de la nouvelle approche sécuritaire vint peu après. Grâce aux drones de surveillance turcs, les forces burkinabées localisèrent un important camp d'entraînement terroriste près de la frontière malienne. Une opération conjointe impliquant des unités spéciales formées par différents partenaires permit de neutraliser la menace avec un minimum de pertes civiles. Ce succès tactique, largement médiatisé, donna du crédit à la stratégie de Traoré face à ceux qui doutaient de l'efficacité d'une approche diversifiée en matière de défense. Sur le front économique, les premiers résultats concrets commencèrent à apparaître. L'augmentation des investissements directs en provenance des pays partenaires compensa largement le retrait partiel des financements occidentaux. La diversification des partenariats réduisit la vulnérabilité du pays aux pressions extérieures. 6 mois après l'annonce du plan de Ouagadougou, un événement symbolique marqua un tournant, l'inauguration de l'hôpital dans la province du Sou, en plein territoire auparavant contrôlé par les groupes terroristes. Baptisé Hôpital de l'Indépendance, ce centre médical ultramoderne, construit en un temps record grâce à la coopération des différents partenaires, était équipé des dernières technologies médicales indiennes et chinoises, fonctionnait à l'énergie solaire grâce à l'expertise émirati, et abritait une école de formation médicale soutenue par le Brésil. Lors de la cérémonie d'inauguration, Traoré s'adressa à une foule nombreuse venue malgré les risques sécuritaires toujours présents dans la région. Cet hôpital est bien plus qu'un bâtiment, déclara-t-il. C'est la preuve vivante que notre vision fonctionne. Il y a encore 1 an, cette zone était sous contrôle terroriste. Aujourd'hui, nous y construisons l'avenir. Non pas sous la tutelle d'une puissance étrangère, mais grâce à notre capacité à rassembler des partenaires divers autour d'objectifs communs. Le succès apparent de cette nouvelle approche commença à attirer l'attention d'autres pays africains confrontés à des dilemmes similaires. Des délégations du Niger, du Mali,
du Tchad vinrent étudier le modèle burkinabé de partenariat diversifié. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Des tensions apparurent entre certains partenaires du consortium, notamment entre la Chine et l'Inde qui se disputaient l'influence sur certains projets. Les Émirats et la Turquie avaient parfois des visions divergentes sur les questions régionales. Le Brésil, traversant une période d'instabilité politique interne, tardait à concrétiser certains de ses engagements. Lors d'une réunion de coordination du consortium, ces frictions éclatèrent au grand jour, menaçant la cohésion de l'alliance. Traoré, démontrant ses talents diplomatiques, parvint à réconcilier les différentes parties en rappelant l'objectif commun et en redistribuant certaines responsabilités pour éviter les chevauchements sources de conflits. Le succès de notre modèle dépend de notre capacité à maintenir l'équilibre entre tous les partenaires, expliqua-t-il. Aucun ne doit dominer. C'est précisément ce qui nous distingue des anciennes relations néocoloniales. Au niveau international, l'initiative burkinabé commençait à être perçue comme un potentiel changement de paradigme dans les relations Nord-Sud. Plusieurs think tanks occidentaux publièrent des analyses sur ce qu'ils appelaient le modèle Traoré de souveraineté partagée. Un soir, alors que Traoré travaillait tard dans son bureau, Moussa fit irruption avec une nouvelle surprenante. Ibrahim, le secrétaire général de l'ONU a appelé. Il souhaite que tu viennes présenter notre modèle de développement lors de la prochaine Assemblée générale à New York. Traoré resta silencieux un moment, mesurant la portée de cette invitation. C'est une reconnaissance importante, dit-il finalement. Mais aussi un test. Un test de notre résilience. Les grandes puissances n'aiment pas qu'on remette en question leur ordre mondial. Moussa hocha la tête, conscient de la portée de cette rencontre. C'était un moment charnière pour le Burkina Faso, et pour Traoré. Allait-il convaincre le monde, ou se heurter à l'indifférence et à l'opposition de ceux qui, sous des dehors diplomatiques, avaient toujours maintenu leur emprise sur le continent africain ? Mais tu sais, Ibrahim, dit Moussa en se levant pour partir, peu importe ce qui arrive à New York, ce que tu as déjà accompli est historique. Le monde commence à voir le Burkina Faso différemment. Quelques semaines plus tard, Traoré se tenait dans l'enceinte austère de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, devant une salle pleine de délégués et de diplomates du monde entier. C'était l'instant de vérité. L'homme qui avait osé défier les grandes puissances, celui qui, contre toute attente, avait lancé un modèle inédit de coopération sans domination, allait désormais exposer sa vision devant les leaders du monde. Le discours qu'il prononça ce jour-là fut un chef-d'œuvre de diplomatie et de fermeté. Il parla de la nécessité de réinventer les relations internationales, d'un partenariat égalitaire entre le Nord et le Sud, et de la primauté de la souveraineté des nations face à toute forme de néocolonialisme. Le Burkina Faso, en tant que pays, a choisi de ne plus être le terrain de jeu de puissances extérieures. Nous avons décidé de collaborer sur la base de l'égalité, de l'indépendance et du respect mutuel. Le modèle que nous avons proposé aux autres nations africaines est celui d'un partenariat réciproque, où les puissances économiques émergentes jouent un rôle égal aux côtés de celles établies. Lorsqu'il mentionna la répartition des ressources naturelles et les projets coopératifs mis en place, il observa les visages dans la salle. Des sourires sceptiques, des murmures, mais aussi quelques regards admiratifs. C'était un message fort. Le Burkina Faso, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, avait osé revendiquer un rôle central sur la scène internationale. Lorsque le discours prit fin, le silence qui suivit fut lourd. Quelques applaudissements timides retentirent avant qu'une ovation debout ne prenne forme, principalement parmi les pays du Sud, qui se sentaient enfin représentés par une voix forte et indépendante. Les pays européens et américains restèrent plus réservés, leurs regards scrutant attentivement le président burkinabé. Traoré retourna à Ouagadougou avec la conscience d'avoir amorcé un changement irréversible. À son arrivée, la population l'accueillit en héros. Les médias internationaux commencèrent à reporter son nom sous un jour nouveau. Mais Traoré savait que ce n'était que le début. Le chemin serait semé d'embûches. Les puissances occidentales ne céderaient pas leur position facilement. Le mois suivant, un événement majeur secoua l'ensemble de la communauté internationale. Une série de sanctions économiques fut imposée au Burkina Faso par les États-Unis et l'Union européenne, en réponse à ce qu'elle qualifiait d'approches autoritaires et déstabilisatrices vis-à-vis des relations internationales. Mais Traoré resta implacable.
Nous ne permettrons pas qu'on nous dicte notre avenir, proclama-t-il dans un discours à la télévision nationale. Les sanctions ne briseront pas notre volonté de construire un avenir pour notre peuple. Malgré les pressions croissantes, la stabilité interne du pays ne fut pas ébranlée. La solidarité nationale se renforça, avec de plus en plus de citoyens et de pays africains soutenant le projet. De nouveaux partenariats étaient en train de se tisser, et le Burkina Faso commença à récolter les fruits de ces alliances. Cependant, des tensions internes persistaient. Certains membres de l'armée, anciens alliés de l'Amérique, commençaient à murmurer leur mécontentement. Des rumeurs circulaient sur des mouvements clandestins soutenus par des puissances extérieures, déterminées à déstabiliser le pays. Mais Traoré, toujours attentif aux signaux du pays, fit appel à la prudence, consolidant les bases de son pouvoir tout en restant attentif aux fragilités internes. Un an plus tard, le président Traoré se rendait à nouveau en Europe, cette fois à Berlin, où il devait participer à un forum international sur la coopération Sud-Sud. C'était un moment de consolidation, mais aussi de réflexion. Son modèle de coopération, bien qu'encouragé par de nombreuses nations africaines et asiatiques, n'était toujours pas accepté dans certains cercles du pouvoir occidental. Dans un hôtel de la capitale allemande, il reçut une proposition intrigante d'un ancien ministre français. Ce dernier, désormais à la retraite, lui expliqua qu'il voyait en la troisième voie un modèle d'avenir pour l'Afrique. La France, tout en restant ferme dans ses relations avec l'Afrique, souhaitait entamer une série de discussions avec le Burkina Faso sur la manière de créer une nouvelle forme de partenariat, sans ingérence politique. Traoré écouta attentivement. « Nous ne chercherons plus à dépendre des anciens colonisateurs, répondit-il finalement. Mais si la France souhaite collaborer sur des bases égales, sans condition, alors le Burkina Faso est ouvert à toute proposition. » Il savait que l'avenir était incertain, que son modèle risquait d'être mis à l'épreuve. Mais il n'avait plus peur. Il avait lancé un mouvement qu'aucun pouvoir n'avait encore réussi à briser, la quête de la souveraineté africaine retrouvée. L'imposant bâtiment des Nations Unies à New York n'avait jamais semblé aussi intimidant à Ibrahim Traoré qu'en ce jour de septembre. Vêtu d'un costume sobre mais élégant, le jeune président burkinabé attendait son tour de parole à l'Assemblée générale, relisant une dernière fois les notes de son discours. Nerveux, demanda Moussa, qui l'accompagnait en tant que conseiller spécial. Un peu, admit Traoré avec un sourire discret. Ce n'est pas tous les jours qu'un capitaine d'un petit pays enclavé s'adresse au monde entier. Lorsque son nom fut annoncé, Traoré s'avança vers la tribune sous les regards curieux des délégations internationales. Beaucoup se demandaient comment ce jeune militaire, arrivé au pouvoir par un coup d'État à peine un an plus tôt, avait réussi à transformer son pays en un laboratoire géopolitique qui suscitait tant d'intérêt. « L'excellence, mesdames et messieurs », commença-t-il en français, refusant les services de l'interprète. « Je me présente devant vous aujourd'hui non pas comme un révolutionnaire ou un visionnaire, mais comme le simple représentant d'un peuple qui a décidé de prendre son destin en main. » Avec une éloquence remarquable pour un homme formé dans les casernes plutôt que dans les amphithéâtres de sciences politiques, Traoré exposa ce qu'il appelait désormais la doctrine de la souveraineté partagée. Un modèle de développement où les partenariats internationaux sont diversifiés pour éviter la dépendance envers une seule puissance. Pendant trop longtemps, les nations africaines ont oscillé entre différentes formes de dépendance coloniale, néocoloniale ou plus récemment vis-à-vis de nouvelles puissances émergentes. Nous proposons une troisième voie, celle d'un équilibre stratégique où chaque partenaire apporte sa contribution sans pouvoir imposer sa domination. Il détailla les résultats concrets obtenus en moins d'un an, la réduction de 40% des attaques terroristes grâce à une approche sécuritaire diversifiée, l'augmentation des investissements directs étrangers malgré les sanctions occidentales, et l'amélioration des indicateurs de santé dans les régions autrefois inaccessibles. Notre modèle n'est pas parfait et reste en construction, reconnut-il avec honnêteté. Mais il offre une alternative crédible aux schémas traditionnels de dépendance qui ont échoué à sortir nos populations de la pauvreté. La salle resta silencieuse un instant lorsqu'il termina son discours. Puis une ovation surprenante s'éleva, initiée par les délégations africaines et rapidement rejointe par plusieurs pays d'Amérique latine et d'Asie. Les représentants américains et français applaudissent poliment mais sans enthousiasme. Le délégué russe, visiblement contrarié par certaines allusions à l'équilibre entre partenaires, s'abstint de toute manifestation. En quittant la tribune,
Traoré remarqua quelque chose d'inattendu. Même les diplomates américains chuchotaient entre eux, avec ce qui semblait être une forme de respect réticent. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions bilatérales, d'interviews et de conférences. Traoré, qui n'avait jamais aspiré à devenir une figure internationale, se retrouvait propulsé au centre d'un débat mondial sur l'avenir des relations Nord-Sud. Le magazine Time publia un portrait de lui titré « Le réformateur du Sahel ». The Economist consacra un dossier spécial au modèle burkinabé tandis que Le Monde parlait de révolution silencieuse dans l'ancien précaré français. Cette notoriété soudaine n'était pas sans risque. De retour à Ouagadougou, Traoré fut accueilli en héros par une foule immense venue l'attendre à l'aéroport. « On dirait que tu es devenu une rockstar », plaisanta Moussa, alors qu'il traversait la ville dans un cortège officiel salué par des milliers de personnes. « C'est précisément ce qui m'inquiète », répondit Traoré, soudain grave. Le culte de la personnalité est un piège dans lequel trop de nos leaders sont tombés. Nous devons institutionnaliser notre modèle, pas le personnaliser. Cette préoccupation allait guider ses actions dans les mois suivants. Conscient que sa légitimité de leader de transition devait évoluer vers un cadre plus démocratique, Traoré annonça un calendrier électoral précis, s'engageant à ne pas se présenter aux élections présidentielles prévues pour l'année suivante. Cette décision choqua même ses plus proches conseillers. « Dont Moussa, tu es au sommet de ta popularité », argumenta ce dernier. « Tu pourrais facilement remporter une élection démocratique et poursuivre ton œuvre. » C'est justement parce que je pourrais gagner facilement que je ne dois pas me présenter, répondit Traoré. Notre modèle doit survivre à son fondateur pour prouver sa valeur. À la place, il initia un processus de réforme constitutionnelle visant à inscrire les principes de la souveraineté partagée dans la loi fondamentale du pays, interdiction des bases militaires étrangères permanentes, diversification obligatoire des partenariats internationaux, limitation des concessions minières à des consortiums diversifiés. Sur le terrain, les projets lancés dans le cadre du plan de Ouagadougou continuaient à se développer. L'hôpital de l'Indépendance, désormais pleinement opérationnel, traitait des centaines de patients chaque jour. Les premiers résultats des programmes agricoles brésiliens montraient une augmentation significative des rendements dans les zones pilotes. Les formations militaires diversifiées portaient leurs fruits avec une série de succès tactiques contre les groupes terroristes. Pour la première fois depuis des années, des zones entières du nord du pays redevenaient accessibles, permettant le retour progressif des services publics et de l'activité économique. Mais tous les défis n'étaient pas résolus. Loin de là, les tensions entre partenaires au sein du consortium restaient vives. Certains pays comme la Chine tentaient d'étendre subrepticement leur influence au-delà des domaines convenus. D'autres, comme la Turquie, conditionnaient parfois leur soutien à des alignements diplomatiques sur certains dossiers internationaux. Traoré passait une part croissante de son temps à arbitrer ces conflits, maintenant l'équilibre fragile entre les différents acteurs. « Tu vois, c'est ça le vrai travail », confia-t-il à Moussa un soir, après une journée épuisante de négociations entre partenaires rivaux. Pas les grands discours à l'ONU ou les honneurs internationaux. C'est ce balai quotidien pour préserver notre indépendance tout en maximisant les bénéfices de la coopération. Un autre défi majeur demeurait la résistance des anciennes puissances coloniales et de certains organismes financiers internationaux. Bien que les sanctions directes contre le Burkina Faso aient été allégées face à l'évidence des progrès réalisés, des formes plus subtiles de pression continuaient à s'exercer. Le FMI refusait de valider le programme économique burkinabé, invoquant des risques structurels liés à la diversification des partenariats. Certaines banques occidentales compliquaient les transactions internationales du pays. Les médias internationaux mainstream oscillaient entre curiosité bienveillante et critiques acerbes sur le modèle hybride burkinabé. Malgré ces obstacles, l'approche de Traoré gagnait des adeptes dans la région. Le Mali, le Niger et même le Tchad commencèrent à explorer des versions adaptées du modèle burkinabé, cherchant à diversifier leurs propres partenariats tout en préservant leur souveraineté. Une alliance du Sahel pour la souveraineté partagée commença à prendre forme, laissant entrevoir la possibilité d'une approche régionale coordonnée vis-à-vis des puissances extérieures. Si nous réussissons à étendre ce modèle à l'échelle régionale, expliqua Traoré lors d'une rencontre avec ses homologues maliens et nigériens, nous aurons transformé non seulement nos pays, mais peut-être le paradigme même des relations internationales en Afrique. Cette ambition régionale inquiétait naturellement les puissances traditionnelles.
Un rapport confidentiel du Quai d'Orsay dans la presse qualifiait l'initiative burkinabé de menace potentielle pour l'influence française au Sahel. Un mémo du département d'État américain évoquait la nécessité de contenir la contagion du modèle Traoré. Ces réactions confirment paradoxalement la pertinence de l'approche. Si les grandes puissances s'inquiétaient, c'est que l'initiative touchait à leurs intérêts fondamentaux dans la région. Un an après le rejet de la proposition américaine, jour pour jour, Traoré se rendit au nouvel hôpital de la province du Sou pour une visite de terrain. Accompagné seulement de Moussa et d'une petite équipe de sécurité, il passa plusieurs heures à parler avec les patients, les médecins et le personnel. Une petite fille de 8 ans, soignée pour une malnutrition sévère, lui offrit un dessin représentant schématiquement l'hôpital avec un grand soleil au-dessus et des personnes souriantes tout autour. Ému, Traoré s'accroupit pour remercier l'enfant. « Comment t'appelles-tu » ? « Aïcha », répondit timidement la fillette. « C'est un très beau dessin. »« Aïcha, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grande ?» Sans hésitation, elle répondit, « Médecin, pour soigner les gens de mon village. » Ce moment simple mais poignant résumait tout ce pourquoi Traoré s'était battu. Créer un avenir où les enfants comme Aïcha pourraient avoir des rêves et les moyens de les réaliser sans dépendre d'eux.